Après mon opération, mes parents m'ont dit, nous n'avons pas les moyens de t'aider pour ta convalescence, ni pour ton loyer. Quelques semaines plus tard, ils prenaient la pause devant la maison qu'ils venaient d'acheter à mon frère. J'ai tout payé moi-même, j'ai pris mon propre appartement, et je n'ai jamais regardé en arrière. Aujourd'hui, ils veulent que je renvoie l'ascenseur à la famille, mais ils n'ont pas les moyens de réparer ce qu'ils ont brisé. Alors, j'en étais là. 3 semaines après une lourde opération chirurgicale, je mangeais des nouilles instantanées pour la 4e nuit consécutive, car c'était tout ce que je pouvais m'offrir. C'est alors que mon téléphone s'est allumé, affichant des photos de mes parents, remettant à mon frère les clés d'une maison flambant neuve. La légende que ma mère avait publiée m'a tordu l'estomac, enfin capable d'offrir à notre fils la stabilité qu'il mérite. Être parent signifie faire des sacrifices. Cette même femme m'avait affirmé, 2 semaines plus tôt, que m'aider à payer ne serait-ce qu'un mois de loyer était financièrement impossible. Et ce, pendant que je me remettais d'une opération qui me rendait incapable de travailler. Laissez-moi revenir en arrière, pour vous montrer exactement comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Jordan. J'ai 29 ans, et je travaille comme coordinateur de projet pour une entreprise de logistique de taille moyenne. Je suis l'aîné de 2 enfants. Mon frère, Derek, a 26 ans. Il travaille dans la vente, et a toujours été ce que j'appellerais professionnellement charmant, mais concrètement inutile. En grandissant, j'étais le responsable de la famille, par défaut et par conception. Quand j'avais 12 ans et que Derek en avait 9, c'était moi qui m'assurais qu'il arrive à l'école à l'heure, parce que nos parents travaillaient tous les deux tôt le matin. Je préparais son déjeuner. Je l'aidais à faire ses devoirs. Je le couvrais quand il oubliait des devoirs, ou perdait des mots d'autorisation. Nos parents me félicitaient d'être si mature, et d'être un si bon grand frère. Ce qu'ils voulaient dire, en réalité, c'était « tu es utile, alors continue à l'être ». À 16 ans, j'ai décroché mon premier emploi dans une épicerie, pour mettre en rayon le week-end, et j'ai économisé la majeure partie de mon salaire. Mes parents m'y ont encouragé, affirmant que cela forgeait le caractère. Quand Derek a eu 16 ans, il a demandé une voiture. Mes parents lui ont acheté une Honda Civic d'occasion, expliquant qu'il en avait besoin pour son développement social, et que son emploi à temps partiel au centre commercial l'aiderait à apprendre la responsabilité. Il a démissionné de ce travail après 5 semaines. La voiture, elle, est restée. Je n'ai rien dit, parce que c'est ce que j'avais appris à faire. Rester silencieux. Rester serviable. Ne pas faire de vagues. À l'université, j'ai cumulé 2 emplois à temps partiel, tout en suivant un cursus complet. Mes parents m'ont aidé pour une petite partie des frais de scolarité, mais j'ai couvert moi-même mon loyer, ma nourriture, et mes livres. J'ai obtenu mon diplôme avec de bonnes notes, et des dettes minimes. Derek, lui, est allé dans une université d'État, à 1 heure de route. Mes parents ont payé son loyer, son plan de repas, et lui ont donné une allocation mensuelle pour ses dépenses. Il a changé de filière 3 fois, a mis 6 ans pour obtenir son diplôme, et en est sorti avec une licence en communication, sans aucun projet précis. Lors de sa fête de remise des diplômes, mes parents rayonnaient. « Nous sommes si fiers », a dit ma mère, en le serrant dans ses bras. « Tu l'as fait, mon bébé. Maintenant, le monde réel commence. » Elle avait prononcé une phrase similaire lors de ma propre remise des diplômes, 4 ans plus tôt. Mais ma fête avait été plus petite. Les éloges, plus discrets. Je les remarquais. Je le remarquais toujours. Mais je me disais que cela n'avait pas d'importance, car je m'en sortais très bien tout seul. C'était mon point fort, m'en sortir tout seul. Après l'université, j'ai déménagé en ville, j'ai trouvé ce poste de coordinateur logistique, et j'ai gravi les échelons régulièrement. J'étais compétent, et fiable. J'étais la personne à qui les directeurs confiaient les projets compliqués, avec des délais serrés. Derek, de son côté, rebondissait de poste de vendeur en poste de vendeur. Il parlait toujours de sa prochaine grande opportunité, et demandait constamment à nos parents de l'aider pour son loyer, quand les commissions tardaient. Et ils l'ont aidé. À chaque fois. Quand j'ai eu 25 ans, ma voiture est tombée en panne. Le devis des réparations s'élevait à 1 800 €, soit plus que ce que j'avais dans mon fonds d'urgence à l'époque. J'ai appelé mes parents. Je leur ai demandé si je pouvais emprunter 1 000 €, en promettant de les rembourser dans les 3 mois. Mon père a soupiré lourdement. « Jordan, tu as un bon travail, a-t-il dit. Tu devrais avoir des économies pour ce genre de choses.
Nous ne pouvons pas continuer à te tirer d'affaire. Je ne leur avais jamais demandé d'argent de toute ma vie d'adulte. Pas une seule fois. Je ne vous demande pas de me tirer d'affaire, ai-je répondu prudemment. Je vous demande un prêt à court terme. Je vous rembourserai avec des intérêts, si vous le souhaitez. Nous n'avons tout simplement pas cette somme en ce moment, a ajouté ma mère. L'argent se fait rare. Tu comprends? J'ai dit que je comprenais. J'ai pris une carte de crédit, j'ai payé la réparation, et j'ai passé les 4 mois suivants à la rembourser. 2 mois plus tard, Derek les a appelés lors d'un week-end à Las Vegas. Il avait joué l'argent de son loyer au casino, et avait besoin de 1200 € avant le lundi, sous peine d'être expulsé. Ils lui ont viré l'argent le jour même. Je l'ai appris parce que Derek l'a mentionné avec désinvolture, lors du repas de Thanksgiving, en riant de la chance qu'il avait d'avoir des parents qui le soutenaient toujours. J'ai regardé ma mère, de l'autre côté de la table. Elle a détourné le regard. Voilà comment se présentaient les choses. Derek trébuchait, et il le rattrapait. Je me débrouillais, alors il me laissait faire. Ce n'était pas malveillant. C'était simplement le schéma dans lequel nous nous étions tous installés, et je l'avais accepté comme le prix à payer pour être quelqu'un de compétent. Puis, il y a eu l'opération. Tout a commencé par des douleurs au dos, que j'ignorais depuis des mois. Le genre de douleur dont on se dit qu'elle s'améliorera, si l'on s'étire un peu plus, et qu'on se tient plus droit. Au début de l'été, ma jambe gauche a commencé à s'engourdir pendant mes trajets. En août, je faisais tomber des objets, car ma prise s'affaiblissait de façon aléatoire. L'IRM a révélé une hernie discale, appuyant directement sur ma moelle épinière. Vous devez être opéré, m'a dit mon médecin, d'un ton catégorique. Ce n'est pas quelque chose qui guérit tout seul. Sans intervention, vous risquez des lésions nerveuses permanentes, voire la paralysie. Le mot « paralysie » a rendu tout le reste très simple. J'ai programmé l'opération pour la fin du mois de septembre. L'intervention elle-même était estimée à 45 000 €. Mon assurance allait en couvrir la majeure partie, mais je devrais tout de même débourser environ 8 000 € de ma poche. Le temps de convalescence nécessitait un congé maladie d'au moins 6 semaines, possiblement plus long en cas de complications. J'ai fait les calculs de manière obsessionnelle. J'avais des économies. Pas énormément, mais assez pour couvrir le coût de l'opération, et environ 3 mois de dépenses de base, si je faisais très attention. Mais, faire attention, signifiait aucune surprise. Aucune complication, pas de convalescence prolongée, et aucun frais de médicaments imprévus. La vie se déroule rarement avec autant de fluidité. Alors, un soir de fin août, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, et je me suis assis avec eux dans leur cuisine. J'avais apporté mon ordinateur portable, et je leur ai tout montré. Les rapports médicaux, le devis de l'opération, la couverture de mon assurance, et le tableau de mon budget. J'ai de quoi couvrir la majeure partie, leur ai-je expliqué. Mais la convalescence pourrait durer plus de 6 semaines, et la physiothérapie n'est pas entièrement couverte. Si un imprévu survient, j'aurai peut-être besoin d'une aide temporaire. Peut-être un mois de loyer, ou de l'aide pour les courses, pendant que je ne peux pas travailler. Je ne demandais pas d'argent dans l'immédiat. Je leur demandais s'ils pouvaient me servir de filet de sécurité, au cas où j'en aurais besoin. Mon père a hoché la tête lentement. C'est à ça que sert la famille, a-t-il affirmé. Concentre-toi sur ta guérison. Nous nous occuperons du reste, si on en arrive là. Ma mère a serré ma main, par-dessus la table. Tu as toujours été si indépendant, mon chéri. Mais c'est normal de s'appuyer sur nous de temps en temps. Les parents sont là pour ça. J'ai ressenti un immense soulagement. Je ne réalisais pas à quel point j'avais tout gardé pour moi. Merci, ai-je répondu. J'espère vraiment ne pas en avoir besoin, mais ça m'aide de savoir que j'ai un soutien. Toujours, a dit ma mère. Et je l'ai cru. L'opération était programmée pour le 28 septembre. Les semaines qui l'ont précédée ont été étranges, et calmes. J'ai préparé des repas, et j'ai congelé tout ce que je pouvais. J'ai nettoyé mon appartement de fond en comble. J'ai aménagé ma chambre, pour pouvoir atteindre chaque chose, sans avoir à me pencher ou à me contorsionner. J'ai prévenu ma responsable que je serais absent au moins 6 semaines, peut-être 8. Tout le monde au travail s'est montré d'un grand soutien. Mon équipe a envoyé un colis réconfortant à mon appartement, des livres, des mots croisés, du bon thé, et des coussins chauffants.
Mes parents m'ont appelé la veille de l'opération. Nous penserons fort à toi demain, a dit ma mère. Tu vas t'en sortir à merveille. Merci, ai-je répondu. Je vous enverrai un message quand je sortirai de la salle de réveil. Nous t'aimons, a-t-elle ajouté. Je vous aime aussi. L'opération s'est déroulée aussi bien qu'on pouvait l'espérer. Ce qui signifiait, tout de même, se réveiller dans un brouillard de douleur, avec une incision de 15 cm dans le bas du dos, et des instructions strictes. Il m'était interdit de me pencher, de soulever des charges, ou de me tourner, et ce, pendant des semaines. La première nuit à l'hôpital a été un enchaînement flou d'ajustements médicamenteux, et d'injections pour bloquer les nerfs. Le deuxième jour, un physiothérapeute est venu, et m'a appris à sortir du lit sans utiliser les muscles de mon dos. C'était humiliant, douloureux, mais nécessaire. Le troisième jour, ils m'ont renvoyé chez moi avec un dossier d'instruction. J'avais une ordonnance pour des analgésiques, qui m'ont coûté 200 € même avec l'assurance, et un calendrier de rendez-vous de suivi. Mon amie Sarah m'a ramené à la maison, et m'a aidé à m'installer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, m'a-t-elle dit, en me serrant prudemment dans ses bras. Je suis sérieuse. Je le ferai, ai-je promis. Elle est partie. Je me suis retrouvé seul dans mon appartement, avec rien d'autre que du temps, de la douleur, et le lent et ennuyeux travail de guérison. La première semaine a été la plus difficile. Chaque mouvement devait être calculé. Aller aux toilettes demandait de la planification. Prendre une douche impliquait de s'asseoir sur un tabouret en plastique, et de bouger avec une extrême prudence, pour ne pas glisser ou faire un faux mouvement. Je ne pouvais rien cuisiner qui exigeait de rester debout plus de quelques minutes. Alors, j'ai survécu avec les plats surgelés que j'avais préparés, et tout ce que je pouvais réchauffer au micro-ondes. Les médicaments contre la douleur me rendaient confus et nauséeux. L'ennui était écrasant, mais je tenais le coup. La deuxième semaine, j'ai commencé la physiothérapie. 3 fois par semaine, un thérapeute nommé Marcus me guidait à travers des exercices doux. Ils étaient conçus pour renforcer ma sangle abdominale, sans solliciter la zone opérée. Chaque séance me coûtait 60 €, après déduction de l'assurance. À la fin de la deuxième semaine, je bougeais un peu mieux. Toujours avec lenteur, toujours avec prudence, mais j'étais fonctionnel. C'est à ce moment-là que les factures ont commencé à arriver. D'abord celle de l'hôpital. Ma part des frais chirurgicaux s'élevait à 7 800 €, payable sous 90 jours. Ensuite, la facture de l'anesthésiste, 150 €. Puis celle de l'équipe chirurgicale, 600 €. Enfin, l'imagerie de suivi, 220 €. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai étalé toutes les factures devant moi, et j'ai fait les calculs. Mon salaire, pendant mon congé maladie, représentait 60% de mon revenu habituel. Soit 2 400 € par mois, au lieu de 4 000 €. Mon loyer était de 1 200 €. Les charges, le téléphone et Internet représentaient 250 €. Les courses et les produits de base me coûteraient 300 €, si je faisais très attention. La physiothérapie me coûtait 720 € par mois. Les médicaments, 300 € par mois, du moins, jusqu'à ce que je puisse passer à des analgésiques en vente libre. Il me manquait donc environ 1 000 € chaque mois. Et cela, sans même commencer à toucher aux factures de l'opération. Mes économies allaient couvrir ce déficit pendant, peut-être, 2 mois. Après ça, je serais vraiment dans le pétrin. J'ai fixé les chiffres pendant un long moment. Puis, j'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé mes parents. Ma mère a décroché à la 3e sonnerie. « Salut mon chéri, comment te sens-tu » ? « Mieux, ai-je répondu. C'est encore douloureux, mais je gère. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Bien sûr. J'ai pris une grande inspiration. Les factures médicales pèsent plus lourd que ce que j'avais prévu. L'assurance a couvert la majeure partie de l'opération, mais ma part s'élève toujours à près de 8 000 €, et la physiothérapie fait gonfler la note. Mon indemnité de congé n'est que de 60% de mon salaire. Alors je suis à découvert chaque mois. J'ai marqué une pause. J'espérais que vous pourriez peut-être m'aider avec le loyer de novembre. Juste 1 200 €. Je vous rembourserai dès que je retrouverai mon salaire complet, en janvier. Il y a eu un silence. Un très long silence. Jordan, a commencé ma mère, lentement. Nous ne pouvons vraiment pas assumer ça en ce moment.
J'ai cligné des yeux. Je vous demande de l'aide pour un seul mois de loyer, ai-je répété. 1200 €. Je vous rembourserai. Les choses sont très serrées pour nous aussi, a-t-elle affirmé. Sa voix avait changé. Elle était devenue prudente. Presque désolée, mais pas tout à fait. Nous arrivons à peine à couvrir nos propres dépenses. Tu as un bon travail. Tu vas trouver une solution. La voix de mon père est intervenue depuis l'arrière-plan, un peu plus forte. Jordan, tu as 29 ans. Tu dois apprendre à gérer ces choses par toi-même. Nous ne pouvons pas continuer à intervenir chaque fois que tu as un petit pépin financier. Un pépin financier? Je venais de me faire opérer de la colonne vertébrale. Ce n'est pas un pépin, ai-je dit calmement. Je me remets d'une lourde opération chirurgicale. Je demande une aide temporaire, et je propose de vous rembourser. Tu as fait le choix de te faire opérer, a poursuivi mon père. C'était ta décision. Tu dois en assumer les conséquences, comme un adulte. Je suis resté assis là, le téléphone collé à l'oreille. Je sentais la douleur sourde de mon incision, palpiter à chaque respiration. Je n'ai pas choisi d'avoir besoin d'une opération, ai-je rectifié. J'ai choisi de ne pas devenir paralysé. Tu dramatises, a soupiré ma mère. Tu t'en serais très bien sorti. Les médecins exagèrent toujours pour se couvrir légalement. Quelque chose de glacial s'est installé dans ma poitrine. Mon médecin m'a montré l'IRM, ai-je déclaré d'un ton plat. Le disque comprimait ma moelle épinière. Ce n'était pas une opération de confort. Nous disons simplement que nous n'avons pas les moyens de t'aider en ce moment, a conclu ma mère. Tu es débrouillard. Tu vas trouver une solution. Tu le fais toujours. Tu le fais toujours. Oui, parce qu'il m'avait toujours laissé me débrouiller seul. D'accord, ai-je dit. C'est compris. Nous t'aimons, mon chéri. Rétablis-toi vite. J'ai raccroché sans leur retourner le compliment. Pendant un long moment, je suis simplement resté assis là, à fixer les factures étalées sur ma table. Puis, j'ai commencé à passer des appels. J'ai appelé le service de facturation de l'hôpital, et j'ai expliqué ma situation. Ils m'ont inscrit à un plan de paiement pour difficultés financières, 150 € par mois pour les prochaines années, sans intérêt. J'ai appelé mon propriétaire, et je lui ai demandé un délai de 2 semaines pour le loyer de novembre. Il a accepté, à contre-cœur. J'ai appelé ma responsable. Je lui ai demandé s'il y avait de petites tâches administratives que je pouvais effectuer à distance, même pour quelques heures par semaine, afin de compléter mes indemnités. Elle m'a trouvé un travail de saisie de données, que je pouvais gérer depuis mon canapé. J'ai fait une demande de subvention d'aide temporaire, auprès d'une association dont mon physiothérapeute m'avait parlé. Ils m'ont accordé 300 € pour mes frais médicaux. J'ai commencé à manger moins cher. Du riz, des haricots, des œufs, et des légumes surgelés. J'ai annulé mes abonnements de streaming. J'ai arrêté d'acheter tout ce qui n'était pas d'une absolue nécessité. J'ai survécu seul, de la même manière que je l'avais toujours fait. La convalescence n'avait rien de dramatique. C'était simplement ennuyeux, douloureux, et d'une lenteur implacable. Chaque jour se ressemblait. Me réveiller engourdi, prendre mes médicaments, faire des étirements doux, aller à la physiothérapie. Rentrer épuisé, manger quelque chose de bon marché, et mal dormir, car trouver une position confortable était mission impossible. 3e semaine. 4e semaine. 5e semaine. Mes parents ont appelé une seule fois pendant cette période. Une courte prise de nouvelles, où ma mère m'a demandé comment je me sentais. J'ai répondu, bien. Nous avons parlé de la pluie et du beau temps, et j'ai raccroché après 6 minutes. Ils ne m'ont pas demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je ne leur ai rien demandé non plus. Début novembre, je bougeais un peu mieux. J'étais toujours prudent, toujours limité. Mais je pouvais marcher sans boiter, et m'asseoir plus d'1 heure sans que mon dos ne se bloque. J'avais commencé à faire un peu de télétravail depuis mon canapé, assez pour ajouter quelques centaines d'euros à mes indemnités. J'allais m'en sortir. Pas confortablement, et pas sans sacrifice, mais j'allais y arriver. C'est alors que sont arrivées les photos. C'était un jeudi après-midi, le 12 novembre. J'étais allongé sur mon canapé, avec une poche de glace contre le bas de mon dos, regardant à moitié un documentaire. Soudain,
mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. La conversation de groupe familial, que je gardais habituellement en sourdine, explosait de messages. Tante Linda, félicitations. C'est tellement excitant. Cousin Mike, waouh, c'est incroyable. Derek doit être si heureux. Oncle Paul, grand jour pour la famille. Tellement fier de vous. Cousine Rachel, OMG, la maison. Elle est magnifique. J'ai ouvert le fil de discussion, confus. La première image montrait mes parents et Derek, debout sur un porche d'entrée. Mon père brandissait un trousseau de clés. Tous les trois affichaient un sourire radieux, comme s'ils venaient de gagner le gros lot. Derrière eux se trouvait une maison de banlieue. Modeste mais jolie, avec une pelouse soignée, une peinture blanche fraîchement refaite, et des volets noirs. La deuxième photo montrait l'intérieur. Un salon avec des meubles neufs, encore emballés dans du plastique. Du parquet brillant sous la lumière de l'après-midi, et un ensemble de salles à manger, visible en arrière-plan. La troisième photo montrait Derek devant la maison, les mains sur les hanches, l'air fier. Puis, est apparue la publication Facebook de ma mère, que quelqu'un avait partagée dans le groupe familial. Après des années de travail et d'économie, nous sommes si bénis, et fiers, d'aider notre fils Derek à entamer ce nouveau chapitre avec sa toute première maison. Être parent, c'est faire des sacrifices, pour que ses enfants puissent se bâtir un avenir sûr. Nous n'avons peut-être pas grand-chose. Mais nous ferons toujours passer nos enfants en premier, peu importe ce que cela nous coûte. C'est à ça que ressemble l'amour. La famille d'abord, parents fiers vaut chaque sacrifice béni, j'ai lu le texte 3 fois. Puis, j'ai reposé le téléphone très doucement, et j'ai fixé mon plafond. Ils ne pouvaient pas se permettre 1200 €. 1200 €, pour m'aider à me remettre d'une lourde opération. Mais ils avaient les moyens de payer l'apport pour une maison. Dans ce marché immobilier, même une maison modeste exigeait au moins 15 000 à 20 000 € d'apport. Il fallait y ajouter les frais de notaire, sans oublier les meubles que je voyais sur les photos. C'était 30 000 € au minimum. Probablement plus. J'ai repris mon téléphone, et j'ai fait défiler la discussion familiale. Message après message de félicitations. Des photos de la cuisine, du jardin, du garage. La réponse de Derek, merci tout le monde. Maman et papa ont vraiment assuré. Je suis tellement reconnaissant. Pas une seule personne ne m'avait demandé comment se passait ma convalescence. Pas une seule. J'ai remis la discussion en sourdine, et j'ai posé mon téléphone, face vers le bas. Ensuite, je suis simplement resté allongé là. La poche de glace se réchauffait lentement contre mon dos, et j'ai senti quelque chose, à l'intérieur de moi, devenir froid, silencieux, et définitif. Les jours qui ont suivi se sont écoulés dans un étrange brouillard. J'ai agi par automatisme. Physiothérapie, télétravail, étirement prudent, repas à bas prix. Mais intérieurement, quelque chose avait basculé. Je revoyais sans cesse cette photo de mes parents, souriant devant la nouvelle maison de Derek. 3 semaines seulement après m'avoir dit qu'ils n'avaient pas les moyens de m'aider pour mon loyer. La chronologie était si limpide, c'en était presque élégant. Le 28 septembre, mon opération. Le 15 octobre, ma demande d'aide refusée. Le 12 novembre, les photos de l'achat de la maison. Les calculs ne mentaient pas. Les priorités non plus. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de crise de colère. Je ne les ai pas appelés pour les confronter. J'ai simplement commencé à rassembler des preuves. Des captures d'écran des SMS où ils me disaient ne pas pouvoir m'aider. Des captures d'écran de chaque publication Facebook concernant la maison. Des copies de mes factures d'hôpital, avec les dates. Les documents de mon plan de paiement. Mes relevés bancaires, prouvant l'absence totale de virement de la part de mes parents, pendant toute ma période de guérison. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sur mon ordinateur, intitulé « Convalescence médicale 2024 ». Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais je savais que je n'oublierais jamais. Je savais que je ne laisserais personne réécrire cette histoire plus tard. À la mi-décembre, j'ai repris le travail à temps partiel. Mon dos me faisait toujours mal, surtout après de longues journées, mais j'étais fonctionnel. En janvier, j'étais de retour à temps plein. Je bougeais prudemment, mais je gérais ma charge de travail. J'avais survécu. J'avais payé chaque facture moi-même. J'avais reconstitué mon fonds d'urgence en partant de 0, euro par euro. Et je l'avais fait sans eux.
La discussion de groupe familial a repris son rythme habituel. Des photos de fêtes de fin d'année, des nouvelles de la maison de Derek, ma mère partageant des recettes et des citations inspirantes. Je suis resté dans le groupe, mais je répondais rarement. Quand je le faisais, c'était bref, ça a l'air sympa, ou, content que vous vous soyez amusés. Mes parents appelaient de temps en temps. Des conversations superficielles, sur le travail et la météo. Ils ne se sont jamais réellement informés de ma guérison. Ils parlaient constamment, en revanche, de la maison de Derek. De la joie d'investir dans l'avenir de leurs enfants, de la satisfaction de le voir enfin installé et stable. J'écoutais, et je disais très peu de choses. Les mois ont passé. Je suis devenu plus fort, j'ai trouvé mon rythme. J'ai commencé à chercher un nouvel appartement, quelque chose de plus agréable, maintenant que je pouvais de nouveau me le permettre. En mars, j'ai accepté un poste dans une entreprise concurrente, avec une belle augmentation à la clé. Ce nouveau travail s'accompagnait de meilleurs avantages, et de plus de flexibilité. J'ai emménagé dans un 2 pièces, dans un meilleur quartier. Rien de luxueux, mais il était lumineux, spacieux, et il était à moi. Je me suis construit une vie qui n'avait plus besoin d'eux. Ni financièrement, ni émotionnellement. Pas du tout. Je suis resté poli. J'envoyais des textos pour les anniversaires, je me montrais aux événements familiaux importants. Je souriais, et je faisais la conversation. Mais au fond de moi, j'étais passé à autre chose. Puis, l'économie a commencé à changer. Dès l'été, les taux d'intérêt avaient considérablement grimpé. L'inflation frappait tout le monde. Le coût de la vie, des courses aux factures d'énergie, était nettement plus élevé. Et le marché immobilier, qui semblait si clément lorsque mes parents avaient acheté la maison de Derek, commençait à se resserrer. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Un samedi matin, début septembre. Presque un an jour pour jour après mon opération. La voix de ma mère était tendue, d'une manière que je savais reconnaître. « Jordan, ton père et moi devons te parler de quelque chose d'important. » Je l'ai mise sur haut-parleur, et j'ai continué à plier mon linge. « D'accord. Nous t'appelons parce que, eh bien, nous pensons qu'il est temps d'avoir une conversation sérieuse sur les responsabilités familiales. » J'ai plié une chemise avec une grande précision. « Quel genre de responsabilité ? Ton père et moi vieillissons, a-t-elle commencé. Nos dépenses augmentent. L'assurance maladie ne couvre pas tout. La voiture a besoin de réparation, la maison aussi. Et honnêtement, nous pensons qu'il est temps que tu commences à contribuer à la famille de manière plus significative. Contribuer comment ? La voix de mon père s'est jointe à la conversation. Nous vous avons aidé, toi et Derek, à vous établir dans la vie, a-t-il affirmé. Ce qui était une fascinante réécriture de l'histoire. Nous vous avons offert une belle enfance. Nous vous avons soutenu pendant vos études. Nous avons toujours été là quand vous aviez besoin de nous. Je n'ai rien dit. Maintenant, Derek à la maison, et 2 jeunes enfants, a-t-il poursuivi. Il a beaucoup à faire. Il fait ce qu'il peut, mais ce n'est pas suffisant. Tu es célibataire. Tu viens d'avoir une belle augmentation. Tu t'en sors bien. Nous pensons que tu devrais nous aider, avec quelques dépenses mensuelles. À combien pensiez-vous, ai-je demandé. 800 € par mois pour commencer, a répondu ma mère. Peut-être 1000 € une fois que tu seras bien installé dans ton nouveau travail. Et nous aimerions que tu participes au prêt immobilier de Derek, puisque nous l'aidons toujours à ce niveau-là. J'ai posé la chemise que je pliais. Vous voulez que je vous envoie 800 à 1000 € par mois. C'est ça, être une famille, a déclaré mon père. Nous avons toujours été là pour toi. Maintenant, nous avons besoin que tu sois là pour nous. C'est comme ça que fonctionnent les familles. Toujours été là pour moi. Le mensonge était si fluide, j'en étais presque admiratif. Laissez-moi m'assurer d'avoir bien compris, ai-je articulé lentement. Vous voulez que je contribue à hauteur de 8 cents à 1000 € par mois, pour vous aider avec vos dépenses, et le prêt de Derek ? C'est exact, a dit ma mère. Nous en avons parlé à Derek, et il est d'accord pour dire que c'est juste. Tu es le mieux placé pour aider en ce moment. Je vais y réfléchir, ai-je répondu. Laissez-moi regarder mon budget, et je reviens vers vous. Ne mets pas trop de temps, a pressé mon père. Nous avons vraiment du mal ici, Jordan. Nous avons besoin d'une réponse rapidement.
Je vous tiendrai au courant d'ici la semaine prochaine, ai-je promis. Et j'ai raccroché. Ensuite, je me suis assis devant mon ordinateur portable, et j'ai ouvert ce fameux dossier, Convalescence médicale 2024. J'ai tout revérifié. Les textos, la chronologie, les factures que j'avais payées seul. Et j'ai commencé à écrire. Sans colère, sans émotion. De manière purement factuelle. J'ai consigné exactement ce qui s'était passé, étape par étape, avec les dates et les montants. Puis, j'ai fait une chose que j'envisageais depuis des mois. J'ai rédigé un email groupé. Pas à toute la famille élargie, mais uniquement aux personnes qui avaient été les plus loquaces, dans cette joyeuse discussion de groupe, concernant la maison de Derek. Mes tantes, mes oncles, mes cousins les plus âgés. Les personnes même qui avaient envoyé des émojis cœur et des félicitations, sans jamais prendre la peine de prendre de mes nouvelles après mon opération. L'objet du message, concernant le soutien familial et les priorités financières. L'email était très direct. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous écris aujourd'hui parce que mes parents m'ont demandé de commencer à contribuer à hauteur de 800 à 1000 € par mois, pour les aider à payer leurs dépenses, ainsi que le prêt immobilier de Derek. Avant de leur répondre, je voulais partager avec vous un certain contexte, qui me semble pertinent. En septembre de l'année dernière, j'ai subi une opération de la colonne vertébrale pour soigner une hernie discale, qui causait des lésions nerveuses et m'exposait à un risque de paralysie permanente. Avant l'intervention, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient m'aider en payant un mois de loyer, soit 1200 €, au cas où mes frais de convalescence deviendraient trop lourds. Ils m'ont répondu qu'ils n'en avaient pas les moyens, et que je devais gérer cela comme un adulte. 3 semaines après mon opération. Alors que j'étais en pleine convalescence et que je gérais toutes mes dépenses seul, ils ont acheté une maison pour Derek. Cela incluait l'apport initial et les frais d'ameublement, soit un minimum estimé entre 25 000 et 35 000 €. Je ne partage pas ceci pour créer un drame familial. Mais parce que je crois que chacun devrait avoir le contexte complet, lorsqu'on discute de soutien familial et de qui a contribué à quoi. Je joins à ce message les documents nécessaires, par souci de transparence. Les captures d'écran des SMS d'octobre 2023. Prouvant leur refus de m'aider. Mes dossiers hospitaliers et mes factures, avec les dates et les montants que j'ai payés seul. Les publications Facebook de l'achat de la maison, avec leur horodatage. Et mes relevés bancaires. Démontrant l'absence totale d'aide financière de leur part pendant ma guérison. Je ne partage pas ces informations sous le coup de la colère. Je veux simplement apporter de la clarté sur ce qui s'est réellement passé. Cordialement, Jordan. J'ai mis tous les fichiers en pièces jointes. Chaque capture d'écran, chaque document, la chronologie complète. Puis, j'ai fixé le bouton d'envoi. Cliquez allait tout changer, de manière irréversible. Mais j'ai repensé à cet appel téléphonique. À leur culot de me demander de financer le prêt d'une maison qu'ils avaient offerte à mon frère, après m'avoir juré qu'il n'avait plus rien, alors que j'étais seul en convalescence. J'ai repensé à cette phrase, « Nous avons toujours été là pour toi ». Et j'ai cliqué sur envoyer. La réaction a été immédiate, et écrasante. Tante Linda a appelé dans les 40 minutes. Jordan, m'a-t-elle dit, la voix tremblante. Je n'en avais aucune idée. Aucun d'entre nous ne savait. Quand ils ont annoncé qu'ils achetaient la maison de Derek, ils ont fait croire qu'ils économisaient depuis des années, spécialement pour ça. Ils n'ont jamais rien dit sur le fait que tu avais demandé de l'aide. Ou que tu te remettais d'une opération tout seul. Je pensais que ça ne regardait personne à l'époque, ai-je répondu. C'est vraiment très grave, a-t-elle ajouté. Je leur ai envoyé de l'argent l'année dernière. Ils m'ont dit que c'était pour des factures médicales et des dépenses urgentes. Est-ce qu'il y avait une once de vérité là-dedans? Je l'ignore, ai-je admis. Honnêtement, tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont affirmé qu'ils n'avaient pas les moyens de m'aider. Oncle Paul m'a envoyé un texto 1 heure plus tard. Je suis désolé, Jordan. Nous aurions dû prendre de tes nouvelles après ton opération. C'est n'importe quoi. Le cousin Mike a appelé ce soir-là. J'ai la nausée, a-t-il lancé. J'ai fait un don pour les aider avec des frais imprévus, l'automne dernier. C'était pile au moment où ils ont acheté la maison de Derek. Est-ce qu'ils nous ont tous menti? Je ne peux pas me prononcer sur ce qu'ils ont raconté aux autres, ai-je répondu prudemment. Je peux seulement vous dire ce qu'ils m'ont dit à moi,
et ce qu'ils ont fait par la suite. La conversation familiale, que j'avais rejointe uniquement pour observer, est devenue très calme. Fini les photos, fini les nouvelles joyeuses. Juste un silence de plomb. Puis, ma mère a appelé. « Comment as-tu pu faire ça ?» Sa voix était aiguë et étranglée. « Comment as-tu pu étaler nos affaires familiales privées comme ça ? Tu essaies de monter tout le monde contre nous. » J'ai envoyé des faits, avec des dates et des documents à l'appui, ai-je rétorqué calmement. Si ces faits vous donnent une mauvaise image, je n'en suis pas le créateur. Nous allions finir par t'aider, a-t-elle pleuré, la voix brisée. Nous devions simplement aider Derek en premier. Il a des enfants, Jordan. Toi, tu es seul. Tu peux te débrouiller. Tu l'as toujours fait. Tu m'as dit que vous n'en aviez pas les moyens, lui ai-je rappelé. C'était un mensonge. Vous aviez au moins 25 000 € pour la maison de Derek, mais pas 1 200 € pour m'aider à me remettre d'une lourde opération. Ce n'est pas une question de timing ou de priorité. C'est un choix que vous avez fait. Mon père a arraché le téléphone. Tu te comportes de manière égoïste et vindicative, a-t-il accusé. Nous t'avons offert une belle enfance. Nous t'avons élevé. Nous avons payé une partie de tes études. Et c'est comme ça que tu nous rembourses ? En nous humiliant devant toute la famille. Vous m'avez demandé de vous rembourser avec 8 cents à 1 000 € par mois, ai-je répondu calmement. Pour aider à financer une maison que vous avez offerte à mon frère, pendant que je me remettais seul d'une opération. Je décline votre offre. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Tu vas le regretter, a-t-il menacé, d'une voix glaciale. La famille, c'est tout ce qui compte. Tu vas finir seul, et aigri, et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. J'étais seul quand ça comptait vraiment, ai-je conclu. J'ai appris à très bien le vivre. J'ai raccroché. Les répercussions ont traversé la famille par vagues, au cours des semaines suivantes. Certains proches ont immédiatement pris le parti de mes parents. Tante Carole les a appelés pour les rassurer, affirmant que la loyauté familiale exigeait de laver son linge sale en famille. Le cousin Brad a publié un message très vague sur Facebook, parlant de la « cancel culture » qui détruit les familles. Mais plus de gens que je ne l'espérais ont pris mon parti, ou du moins, ont pris leur distance avec mes parents. Tante Linda a stoppé le soutien financier mensuel qu'elle leur envoyait depuis plus d'1 an. On m'avait dit que c'était pour des factures médicales et pour garder la maison, m'a-t-elle avoué plus tard. Maintenant, je ne sais plus ce qui était vrai. L'oncle Paul a clairement fait savoir qu'il ne contribuerait plus au moindre fonds d'urgence familiale. Je leur ai donné 3 000 € à Noël dernier, s'est-il indigné. Ils m'ont dit que c'était pour des réparations dans leur maison, et des problèmes de voiture. C'était seulement 2 mois après avoir acheté la maison de Derek. Le cousin Mike a fini par appeler Derek directement. Je n'ai pas entendu cette conversation, mais Derek m'a appelé le lendemain. Je ne savais pas, a-t-il dit. Sa voix semblait sincèrement ébranlée. Je te jure, Jordan, je ne savais pas que tu leur avais demandé de l'aide, ni que tu avais tout payé seul. Ils m'ont dit qu'ils économisaient pour cet apport depuis des années. Je croyais que c'était un budget complètement à part. Tu ne trouvais pas ça bizarre, qu'ils puissent soudainement débourser 25 000 € d'apport, alors qu'ils demandaient de l'argent à nos proches, les-je interrogé. Il y a eu un long silence. Je n'ai pas posé de questions, a-t-il admis. J'aurais dû. C'est de ma faute. Je suis désolé. Je ne saurais jamais si cette ignorance était authentique, ou simplement très pratique. Ce que je savais, en revanche, c'est que l'image soigneusement construite de mes parents se fissurait en temps réel. Celle de parents dévoués, qui sacrifiaient tout pour leurs enfants. Les gens ont vu la chronologie des événements. Ils ont lu les textos. Ils ont vu les chiffres. Et ces chiffres étaient d'une simplicité brutale. Ils avaient l'argent. Ils avaient choisi comment le dépenser. Et ils avaient délibérément choisi de mentir sur leur situation financière, pile au moment où j'avais besoin d'eux. Mes parents ont tenté de limiter les dégâts. Ils ont publié de longs messages sur Facebook pour dénoncer des malentendus. Ils ont expliqué comment certaines personnes pouvaient prendre la générosité et la transformer en quelque chose d'horrible. Mais ils ne pouvaient pas expliquer les dates. Ils ne pouvaient pas expliquer comment ils pouvaient être ruinés le 15 octobre et acheter une maison comptant le 12 novembre. Les chiffres restaient là, documentés et inaltérables. À la fin de l'automne, leurs appels ont cessé.
Leur demande d'argent aussi. J'ai appris par tante Linda qu'ils avaient beaucoup plus de difficultés financières qu'ils ne voulaient bien l'admettre. La maison qu'ils avaient achetée à Derek présentait des problèmes de fondation, qui n'avaient pas été détectés lors de l'inspection. Les réparations se chiffraient en dizaines de milliers d'euros. Leurs propres dépenses continuaient de grimper, et les proches qui les aidaient discrètement s'étaient retirés. Derek avait bien proposé de les aider financièrement, mais avec 2 enfants de moins de 5 ans et son propre prêt à rembourser, ils n'avaient pas les moyens de couvrir leurs besoins. Ils lui ont alors demandé de vendre la maison, et de partager les capitaux propres avec eux. Il a refusé. Soudainement, je n'étais plus le seul enfant ingrat. Le fils pour lequel il s'était sacrifié devenait, lui aussi, égoïste dans leur plein temps privé. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en apprenant cela. Juste une clarté un peu lasse. Ils avaient fait des choix basés sur le favoritisme et la commodité. Ils avaient menti quand cela les arrangeait. Ils avaient extorqué de l'argent aux membres de la famille sous de faux prétextes, tout en achetant une maison. Et maintenant, ils devaient faire face à un monde, où les personnes sur lesquelles ils comptaient, avaient appris à compter plus attentivement. Je ne suis pas allé fêter Noël avec eux cette année-là. J'ai envoyé un message courtois dans le groupe familial, je passerai les fêtes avec des amis cette année. J'espère que tout le monde s'amusera bien. Mes parents n'ont pas répondu. Derek m'a envoyé un SMS en privé, je comprends. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. J'ai passé le jour de Noël dans mon appartement avec Sarah, et 2 autres amis du travail. Nous avons cuisiné un repas élaboré, joué à des jeux de société, et regardé de vieux films. C'était calme. C'était chaleureux. C'était ma vie. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas ressenti cette douleur particulière. Celle qui vient du fait d'être rejeté, par les personnes qui sont censées s'occuper le plus de vous. Le soir du Nouvel An, ma mère m'a envoyé un seul message. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours tes parents. Tu ne peux pas couper les ponts avec nous pour toujours. Nous avons besoin de toi. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai répondu, quand j'ai eu besoin de vous, en pleine convalescence après une opération qui m'a évité la paralysie, vous m'avez dit que vous n'aviez pas les moyens de me prêter 1200 €. 3 semaines plus tard, vous avez acheté une maison pour Derek. Avec de l'argent dont vous aviez prétendu, auprès du reste de la famille, qu'il servirait pour des factures médicales et des urgences. Vous n'avez pas fait une erreur. Vous avez fait un choix sur la personne qui comptait le plus. Aujourd'hui, je fais un choix à mon tour. Je ne suis pas intéressé à l'idée de financer les gens, qui m'ont dit de me débrouiller seul quand je souffrais. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini de faire semblant d'y croire. Je ne les ai pas bloqués, mais je n'ai pas envoyé d'argent. Je ne leur ai pas rendu visite. Je n'ai plus fait semblant. Les mois se sont transformés en une année, puis en une autre. J'ai continué à progresser dans mon travail. J'ai obtenu une autre promotion. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un qui est réellement présent quand la vie devient compliquée. Je me suis construit un petit cercle solide de proches, des gens qui comprennent que l'amour exige bien plus que de partager le même ADN. J'avais occasionnellement des nouvelles par l'intermédiaire de la famille. Mes parents avaient emménagé dans un logement plus petit. Derek a fini par vendre la maison, après que les réparations des fondations l'ont ruiné. Il a donné une petite partie de la vente à mes parents, pour les aider à éponger leurs dettes. Il raconte aux gens que je les ai abandonnés au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Certains y croient. Mais ceux qui ont vu la chronologie, ceux qui ont lu les textos et les documents, savent ce qu'il en est. Ils savent que je n'ai abandonné personne. J'ai simplement arrêté de financer des gens, qui avaient prouvé de manière claire et documentée, que je ne méritais même pas la moindre considération, au moment précis où j'avais besoin d'aide. Il y a une différence énorme entre être rancunier, et refuser de s'immoler par le feu pour réchauffer quelqu'un d'autre. J'ai appris cette différence dans un lit d'hôpital, en calculant comment survivre avec un revenu réduit. Et ce, pendant que mes parents prenaient la pause devant la maison qu'ils venaient d'offrir à mon frère, avec l'argent qu'ils prétendaient ne pas avoir. Et j'ai appris que, parfois, la chose la plus saine à faire est d'arrêter d'essayer de gagner l'amour de ceux qui vous ont montré, très exactement, à quel rang vous vous situez dans leurs priorités. Ils voulaient que je renvoie l'ascenseur à la famille, mais ils ne m'ont jamais rien donné quand ça comptait vraiment. Ils ont tout donné à Derek, en utilisant l'argent qui, selon eux, n'existait pas. Et cette vérité, documentée et horodatée,
aucune dose de culpabilité ou de manipulation ne pourra jamais l'effacer. Je n'ai pas ruiné notre relation. J'ai simplement arrêté de faire semblant qu'elle était quelque chose qu'elle n'avait jamais été. Et de l'autre côté de cette douloureuse honnêteté, j'ai trouvé ce qu'il ne m'avait jamais offert. La paix, la stabilité, et la dignité tranquille d'une vie construite selon mes propres termes. Ils ont choisi Derek quand ils voulaient une maison. Ils se sont choisis eux-mêmes quand j'avais besoin d'une aide élémentaire. Et je me suis choisi moi, quand ils ont voulu un portefeuille. Ce n'est pas un abandon. Ce sont juste des mathématiques.